Troisième phase de démolition des habitats spontanés du Mont Baduel. Les services de la préfecture ont entamé les destructions ce matin. Une action préventive face au possible effondrement de la colline de Baduel. Et puis, Lénaïque Adam, député de la seconde circonscription, intervient au Parlement pour interroger le gouvernement sur son maintien de l'autorisation de Total au large de la Guyane jusqu'en 2019. Nous y reviendrons. Enfin, orienter les offres de formation en fonction de la demande économique, c'est le but du Conseil académique éducation économie. Une réunion s'est tenue ce matin au rectorat en présence de professionnels des mondes de l'éducation et de l'entreprise. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ces tranches d'information. Pour ouvrir ce journal, la troisième étape de la démolition des habitations illégales construites sur le Mont Baduel a commencé ce matin. Pour cette troisième phase, 148 maisons doivent être détruites avant la fin de la semaine. Sur place, les habitants expriment une forte détresse car bien qu'illégale, leur maison est souvent le fruit du travail de toute une vie. Reportage de Pierre Tréfou. C'est à 8 h ce matin que les autorités ont commencé à vider la maison de Bernadette, située sur la colline du Mont Baduel, une construction estimée à plus de 250 000 €. Je paye taxe foncière dans les 3 000 et quelques. Hier, j'ai reçu un papier. L'année dernière, j'ai payé 3 713. Et hier, j'ai reçu un papier 3 738. J'ai eu mes 2 enfants ici. Là, c'est 35 ans de travail. J'ai perdu là, monsieur. Maintenant, vu mon âge, je ne peux pas faire un crédit. Où j'y vais maintenant? Comment je vais faire pour vivre? Et j'ai ma fille qui est en études en France. En juillet 2016, un rapport du Bureau de recherche géologique et minière indiquait que la structure même de la colline pouvait s'affaisser à tout moment et entraîner un glissement de terrain. La préfecture a donc signé un arrêté de péril imminent et a commencé la démolition au Mont Baduel. La question, c'est a-t-on la capacité de résoudre ce problème-là en même temps que les logements illégaux se construisent? Donc nous allons entamer un certain nombre d'actions. D'accord. Par exemple, nous sommes en train de faire une proposition au gouvernement qui serait de pouvoir saisir tous les véhicules et matériels qui permettent la construction de ces bâtiments, ce qui permettrait déjà de mettre un coup d'arrêt à ceux qui profitent aussi de la misère et qui vendent des services. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet aussi, nous allons, avec la mairie et l'ensemble des collectivités, travailler pour essayer de mettre en place un système, peut-être une brigade dédiée, peut-être un autre système, pour détruire au fur et à mesure toute maison qui serait en début de construction. Parce qu'il s'agirait d'un chantier et non pas d'un habitat. La maison de Bernadette sera démolie quelques heures plus tard, ainsi qu'une autre construction en contrebas. Selon la préfecture, ce sont une soixantaine de familles qui pourront être relogées pour une durée de 6 mois. Pour les autres habitants remplissant les conditions de séjour en France, une solution transitoire leur sera apportée. Je ne vois pas pourquoi on ne respecterait pas le droit français. Il y a des situations légales, des situations illégales, et donc on applique strictement le droit, sans aucun état d'âme, mais avec humanité. Politique à présent, avec cette intervention du député de la seconde circonscription ce matin à l'Assemblée nationale. Lénaïque Adam a souhaité connaître la position de l'État sur le projet de loi visant à mettre fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en France d'ici 2040. Quelle cohérence quand on sait que la semaine dernière, la société Total a reçu l'agrément du gouvernement pour poursuivre jusqu'en juin 2019 son exploration au large de la Guyane. Écoutons le député Lénaïque Adam. La Guyane, plus particulièrement la collectivité territoriale de Guyane, a une préoccupation concernant le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. En effet, ainsi que nous le savons, cette compétence de délivrance de permis minier en mer relève de la LOM, valable pour tous les DROM. Elle n'a jamais été appliquée en l'absence de décret, ce qui a provoqué un contentieux entre l'État et la région à l'époque et aujourd'hui la collectivité territoriale de Guyane. Le Conseil d'État a ordonné que le décret d'application soit pris. Ensuite, il a ordonné une astreinte devant le peu d'empressement de l'État à signer le décret. Enfin, il a lui-même liquidé l'astreinte à 5 000 € par jour de retard. Madame la ministre, nous sommes aujourd'hui à environ 1 million d'euros. Dans le projet de loi, de l'absence à ce jour de décret transférant la compétence à la CTG sont révélateurs. Enfin, Madame la ministre, ma question est donc la suivante. Quand le gouvernement compte-t-il appliquer la décision du Conseil d'État obligeant le transfert de compétences au profit de la collectivité territoriale de Guyane? Moi, je souhaite que le décret transférant les compétences de délivrance des permis d'hydrocarbures
soit, comme il a été demandé, donné à la Guyane. Enfin, en même temps, le président de la collectivité qui a rencontré le président de la République, ils ont été très francs l'un avec l'autre. Ce transfert de compétences, on peut le faire. Mais en même temps que le vote de la loi, il y a quelque chose où je veux bien qu'on continue à faire fonctionner les deux l'un à côté de l'autre, mais c'est juste une opposition. Donc, comme je vous ai dit que je m'exprimais en toute franchise, on peut aller au bout de ce dispositif et transférer la compétence, et on peut en même temps faire appliquer une loi qui ne laissera pas effectivement les collectivités territoriales donner les permis d'hydrocarbures. Donc on a ce débat qui est sur 2 temps différents, l'un étant la fin d'un combat mené par le président de la collectivité et la Guyane, où en toute logique il faut transférer, et je suis pour, mais en même temps le gouvernement porte une loi qui ensuite limitera ce pouvoir. Donc ça doit être effectif dans les semaines prochaines, avec ce que je viens de vous dire. Dans l'affaire qui oppose la société Indel au Centre spatial guyanais, le tribunal administratif de Cayenne a rendu cette décision. 2 des procédures d'appel d'offres sur 4 ont été annulées en raison de leur non-conformité avec le Code des marchés publics. Une victoire pour Indel, même si cela ne change rien à la fin de sa collaboration avec le Centre spatial guyanais. Un tour à présent chez nos voisins martiniquais. La mobilisation contre la suppression des contrats aidés a eu des répercussions sur l'activité économique. 2 opérations escargots en moins d'une semaine et certains chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme avec des employés qui arrivent très en retard, des clients qui rebroussent chemin dans certaines zones qui sont inaccessibles et qui aux livraisons et aux camions de livraison. Reportage d'Anaïs Gall. Ça s'est bien passé sur la route? Tu as pu y arriver enfin? Je ne pensais même pas te voir ce matin. Mais ça c'était tranquille, j'ai fait par derrière. Gisèle est l'une des rares clientes à franchir le pas de la boutique ce matin. Avec l'opération Molokoï, ça a été un petit peu difficile. Je sors quand même, je ne reste pas, parce qu'il y a plein de chemins, des petites routes qu'on peut circuler tranquillement. Pour cette gérante d'un institut de beauté, les temps sont durs. À cause du blocage des routes, son activité est quasiment à l'arrêt. J'ai déjà 2 collaboratrices qui ne peuvent pas venir parce qu'elles ont premièrement leur enfant à garder, qui sont en bas âge. Et par rapport à la manifestation aussi, ce n'est pas logique, évident pour elles du moins, qu'elles puissent venir jusqu'ici travailler. Et j'ai aussi des clients en fait qui ne peuvent pas y accéder comme ce matin où la zone elle était bloquée. Déjà ce matin, j'ai 4 annulations. Et sur les 4 annulations, en fait, ça représente, mettons, un chiffre d'affaires de 500 jusqu'à 10 heures déjà, en tout cas. Dans ce salon de coiffure, même problématique. Sur les 17 rendez-vous prévus aujourd'hui, seuls 4 ont été honorés. Entre les ouragans et les mouvements de grève, le mois de septembre s'annonce difficile. La conjoncture fait que les commerces, les petits commerces comme le mien, sont fragiles. Et plus nous rencontrons des situations comme celle-là, et plus la fragilité devient précarité. Et c'est aussi vrai pour notre chiffre d'affaires, aussi, mais pour la pérennité des salaires et des postes de mes collaborateurs. Il y a quelques heures, Justine était elle aussi bloquée dans la circulation. Mais pour cette enseignante, la mobilisation se justifie. C'est nous, justement, l'Éducation nationale, qui avons débuté le mouvement. Parce que vu les difficultés qu'on a au niveau des établissements, donc la sécurité des élèves et l'encadrement, nous avons des enfants handicapés, nous avons tout ça, donc il le fallait, il le faut. Comme elle, de nombreux Martiniquais semblent être sensibles à la cause. Je suis infirmière libérale. C'est vrai que je suis dans l'autre sens parce que je travaille sur le François. Donc en fait, je ne suis pas vraiment impactée, mais je suis sensible à tout ce qui leur arrive. Je trouve que c'est désastreux. C'est jamais agréable d'entraver le fonctionnement des autres, mais quelquefois, il faut choquer. Alors maintenant, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps et qu'ils ont gain de cause quand même pour éviter que ça ne puisse perdurer. Et en effet, ces 3 semaines de grève pourraient affaiblir de nombreuses entreprises. Le président de la commission développement économique de la CTM tire la sonnette d'alarme. Ceux qui ne savent pas comment fonctionne une entreprise, ils ne savent pas qu'une entreprise qui perd une journée de travail, d'ailleurs, ils devraient se faire le parallèle avec les enfants, mais ils sont à 100 lieues d'imaginer qu'on ne rattrapera jamais cette journée de travail et que c'est de l'argent perdu pour ces entreprises-là.
c'est de l'argent perdu pour la Martinique. C'est sans doute des entreprises qui vont avoir plus de difficultés qu'elles n'en ont déjà. C'est sans doute des pertes d'emplois en perspective. Et puis, il vaut mieux que ça ne se sache pas à l'extérieur, parce que c'est l'image de la Martinique qui sera ternie, et par voie de conséquence, bien évidemment, le développement de la Martinique qui sera entravé par cette action qui est disproportionnée et irresponsable. Un protocole d'accord est en cours de signature. L'activité devrait reprendre normalement demain. Rendons-nous en Guadeloupe avec la vie touristique qui reprend du poil de la bête. Les agents de la sécurité civile travaillent à la remise sur pied de certains sites touristiques. Ce fut le cas aujourd'hui du parc touristique de l'habitation Côte-sous-le-Vent à Pointe-Noire. L'objectif, relancer le tourisme au plus vite. Reportage de Linda Kayarsi. Remettre en état l'habitation Côte-sous-le-Vent, c'est la mission de ces personnels des formations militaires de la sécurité civile. Alors nous déjà on est arrivé ici, on est le dernier détachement de Irma, donc on est arrivé il y a une semaine exactement. On est resté 2 jours au zoo avec cette équipe avec qui je suis actuellement, parce qu'on est plusieurs, on est une centaine à être détachés sur toute l'île. Et cette équipe a fait 2 jours au zoo et là c'est le 2e jour à la vallée des papillons. Et nous ce qu'on fait c'est qu'on déblaye au maximum les gros arbres afin qu'ils puissent avoir du passage et que le parc puisse ouvrir rapidement, que ce soit pour les touristes ou pour les gens qui travaillent ici, que ça ramène de la vie économique parce que du coup tout le monde est plus ou moins au chômage technique. Ils viennent donc en soutien à des opérations de déblaiement dans les communes ou encore les établissements scolaires. Ils doivent s'adapter à chaque environnement. Les difficultés en fait au parc, c'est qu'il y a des plantes assez rares et celles qui n'ont pas été touchées, donc il faut faire attention quand on transporte tout ce qui a été tronçonné, quand on traîne les troncs, qu'on les porte et qu'on les range, à pas écraser les plantes. Et c'est particulier parce qu'on est concentré dans notre travail et des fois on essaye, attention là il y a une orchidée, il y a ça, donc ça en fait c'est la particularité de travailler dans un parc comme celui-ci, comme au zoo, où il y a des espèces en fait à protéger, voire endémiques. Et en fait c'est juste c'est la seule petite difficulté. Après voilà, nous on connaît notre travail, on est là pour ça, même s'il fait chaud ici, particulièrement humide, et que ça peut être difficile. On est là pour travailler, on est très content de faire notre travail et de porter secours à la population des Antillais. Des petites mains nécessaires qui permettront rapidement la réouverture de l'habitation Côte-sous-le-Vent et favoriser ainsi l'activité touristique. Grâce à leur intervention, on peut déblayer, on peut nettoyer et du coup ça nous permet de voir effectivement, une fois que ça sera un peu plus propre, comment on s'organise pour pouvoir relancer l'habitation. Aujourd'hui, fondamentalement, on travaille sur les vélos volants, puisque les vélos volants, c'était quand même notre attraction qu'on a ouverte unique dans la Caraïbe, qu'on a ouverte le 1er août. Donc là, j'ai notre expert qui est là, qui est en train de revoir celui qu'on entend, qui est en train de tailler des arbres, parce qu'il y a des arbres qui sont tombés sur les câbles. Donc là, on est vraiment sur un audit de ce qui va se passer. Une fois que ce déblai sera fait, on sera dans le nettoyage, le déblayage, la sécurisation des arbres, et puis on nettoie, et puis on ouvre. L'habitation Côte-sous-le-Vent, qui comptabilise 40 000 visiteurs, devrait réouvrir en même temps que la route des Mamelles, vers le 7 octobre, date de la fin des travaux sur l'axe routier. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la contraception, mais à l'heure actuelle, les interruptions volontaires de grossesse ont fortement augmenté, au point de se demander si elles ne sont pas devenues un banal moyen de contraception. Pourquoi cette évolution et quelles sont les conséquences sur la santé des femmes? Autant de questions auxquelles a tenté de répondre Karen Diama. Pour éviter une éventuelle grossesse non désirée, les femmes peuvent avoir recours à plusieurs moyens de contraception. Il y a le préservatif, la pilule, le stérilet, l'implant, l'anneau vaginal, le patch et aussi l'injection que j'allais oublier. Donc il faut savoir que la contraception est donnée au cas par cas. Donc une personne X n'aura pas forcément la même contraception qu'une personne Y. Et tout cela grâce aux données qu'on aura récoltées à l'entretien. Si toutefois un oubli ou une défaillance de sa contraception devait arriver, là encore, les femmes peuvent avoir recours à une alternative d'urgence. La pilule du lendemain n'est pas une contraception à part entière, donc c'est-à-dire que ce n'est pas une contraception à prendre régulièrement comme la pilule normale. Donc ça reste quand même une pilule d'urgence, d'ailleurs on l'appelle la contraception d'urgence, qui peut être prise jusqu'à 72 heures après un rapport sexuel. C'est une contraception qui est vendue en vente libre en pharmacie, tout un chacun peut y accéder. Pourtant, depuis une dizaine d'années, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse ne semble pas diminuer. Une constance qui pourrait s'expliquer par une précarité sociale. C'est à la limite une habitude culturelle. Les femmes ont beaucoup de difficultés
de prendre une contraception, de prendre par exemple la pilule régulièrement. Donc elles ont souvent accès à l'IVG. Mais il faut dire aussi que c'est qu'elles ont des relations sexuelles épisodiques. Elles ne sont pas installées dans une relation de partenaire fréquente. Et la plupart des personnes qui font des IVG n'ont pas de partenaire stable. Si chaque mois, le planning familial de Pointe-à-Pitre reçoit une centaine de femmes de tous âges venues s'informer sur l'IVG, les professionnels de santé insistent bien sur le fait de ne pas abuser d'un droit fondamental. L'IVG n'est pas un moyen de contraception à part entière, donc ça doit rester exceptionnel. Nous, en France, on a la chance d'avoir justement droit à l'IVG, contrairement à certains pays. Mais c'est vrai que le plus souvent, moi, ce que j'ai déjà remarqué, on a plus souvent affaire à des femmes qui ont recours à l'IVG mais qui n'ont pas de contraception. Ça peut arriver aussi d'avoir un échec de contraception, mais pour cela, comme je l'ai dit, il y a des conduites à tenir. On a tendance à penser que ce sont les jeunes qui font le plus d'IVG, alors que c'est faux. On en a pour tous les âges. Et à ce moment-là, je pense qu'avec un travail en réseau, ça devrait se mettre en place. En 2016, 4000 interruptions volontaires de grossesse ont été recensées, contre 5000 naissances. Aiguiller le monde économique, éducatif sur le choix de formations plus pragmatiques et qui tiennent compte des réalités économiques. C'est la mission du Conseil académique éducation-économie. Ce conseil a été installé ce matin au rectorat de Guyane. Reportage de Gaël Wassim. L'offre de formation est-elle adaptée à la demande économique de notre territoire? C'est à cela que répond le premier Conseil académique éducation-économie. C'est l'idée de faire en sorte que la carte des formations, autant que faire se peut, soit en adéquation avec les besoins avérés des entreprises en compétences. Les besoins sont en effet connus, répertoriés. Il faut désormais que, d'un point de vue structurel, les choses évoluent, mais ça va s'inscrire dans la durée évidemment, pour que l'offre de formation, au fur et à mesure, réponde à ces besoins. Alors il y a d'une part la formation initiale, qu'elle soit sous statut scolaire ou par apprentissage, mais pas seulement. Nous disposons également de formations continues et puis il y a des dispositifs qui peuvent se mettre en place comme des formations complémentaires, des mentions complémentaires pour adapter les compétences déjà existantes aux besoins des entreprises et pour faire en sorte que l'insertion professionnelle soit la plus rapide possible. Pour l'Académie, cela signifie, dans les années à venir, la création d'établissements de formation en conformité avec la demande économique. La mission phare de ce conseil sera d'organiser et de créer les cartes de formation qu'il faut pour les lycées qui sont à venir, pour les collèges qui sont à venir. Donc faire en sorte que l'offre de cartes de formation, c'est-à-dire l'ensemble des disciplines qui seront enseignées, soit en adéquation totale avec les besoins du territoire. Alors beaucoup de secteurs ont été évoqués, il y a des secteurs qui sont structurés, on a parlé notamment de la filière bois. En marge de ce conseil, je reprécise également qu'un campus des métiers et des qualifications autour de la filière bois, construction écotechnologie est en train a été labellisé par le ministère et se met également en place. D'autres filières ont été évoquées, que ce soit le tourisme, que ce soit la pêche. Bon, là, ça demande un travail peut-être de plus long terme. Le règlement intérieur de ce premier conseil académique sera signé par le recteur demain à midi. Autre zone de logement spontané qui fait débat en ce moment, celui situé au quartier Petit-Lucas à Remire-Montjoly, le squat dit Bambou. La municipalité de Remire a tenu cet après-midi une réunion de travail en présence des grands frères et de l'association Trop Violence. Réunion demandée suite à la première excursion des grands frères dans le squat le mois dernier. Les détails au micro de Jonathan Lariot. Pour le maire de Remire-Montjoly, il est temps de faire le point. Avec un nombre de 350 habitations, le squat de Bambou situé à Remire-Montjoly est aujourd'hui au centre des discussions. Ça a commencé il y a une trentaine d'années. Le maire l'a reconnu ce soir, il y avait à l'époque une centaine de maisons. Aujourd'hui, ils ont, d'après toujours l'État qui minimise les choses, ils dénombrent 350 logements. Nous subissons des vols, des agressions. Quand nous rentrons chez nous, nous avons les squatteurs qui jouent au football juste sur un terrain informel. Et les ballons viennent nous rejoindre sur la route. Les nuisances, elles sont quotidiennes. Du trafic de drogue, du racolage. Enfin, il y a tout, il y a de tout. Une réunion demandée par les grands frères qui avaient entamé une première démarche d'identification sur le squat des Bambous.
Aujourd'hui, un mois après leur action, très peu de réponses leur ont été données. On nous a donné un délai de 3 semaines afin de nous rencontrer à nouveau pour nous faire des propositions. Mais là, nous ne sommes plus en stade d'attente des propositions, mais nous espérons en tout cas des actions, parce que si l'État n'est pas en mesure de mettre en place ces actions, nous avons quand même fait savoir aux représentants du préfet que nous, les associations, nous mettrons en place nos actions afin de pouvoir régler ce problème de squat. Pour le maire de Rémière-Montjoly, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Nous demandons à monsieur le préfet de faire en sorte que les décisions d'éradication que nous pouvons prendre soient suivies des faits auprès du procureur de la République. Parce que nous portons la plainte au niveau du procureur de la République et cette plainte n'est pas immédiatement suivie des faits. Donc cela dure longtemps, ça dure des années et donc évidemment les squats enflent, les constructions s'entassent et l'insécurité s'installe. Malgré le délai d'un mois donné par la préfecture, les grands frères n'attendront pas. Dès demain, ils devraient continuer leur démarche d'identification auprès des habitants du squat. Nous voici arrivés à la fin de cette tranche d'information. Je vous rappelle les différents titres que nous avons développés. Troisième phase de démolition des habitats spontanés du Mont Baduel. Les services de la préfecture ont entamé les destructions ce matin. Une action préventive face au possible effondrement de la colline de Mont Baduel. Et cette intervention du député de la seconde circonscription ce matin à l'Assemblée nationale, Lénaïck Adam, a souhaité connaître la position de l'État sur le projet de loi visant à mettre fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures. Enfin, orienter les offres de formation en fonction de la demande économique, c'est le but du Conseil académique éducation économie. Une réunion s'est tenue ce matin au rectorat en présence de professionnels des mondes de l'éducation et de l'entreprise. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyenne.